Bonjour à tous. Aujourd'hui on revient sur les commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo d'analyse du programme de Mélenchon pour approfondir le sujet et répondre aux critiques constructives que certains m'ont fait. Comme d'habitude, cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'imaginais au début. Donc elle s'adresse surtout à ceux qui sont ouverts au débat, parce qu'il faut la regarder jusqu'au bout, mais vous allez voir que je donne beaucoup d'infos et d'arguments. D'ailleurs, à certains moments, les critiques que je vais faire ne concernent pas exclusivement Mélenchon, mais peuvent s'adresser à tous les candidats qui veulent rester dans l'Union Européenne. Donc même si vous en foutez de Mélenchon, ça peut vous intéresser. Pour les frustrés qui ne savent mettre que des pouces rouges et des insultes dans les commentaires, je laisse le philosophe vous répondre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Pour que cette vidéo soit le plus claire possible pour tout le monde dans son déroulé, je vous ai fait un plan. Je vais commencer par faire une autocritique sur les erreurs que j'ai fait dans ma vidéo, puis on va revenir sur les 3 thèmes principaux que cette vidéo abordait. C'est-à-dire, est-ce que Mélenchon a un double discours sur l'UE ? Est-ce que Mélenchon propose de sortir de l'UE dans son programme ? Et dans cette partie, on parlera aussi de l'harmonisation sociale et fiscale, de l'euro, monnaie unique ou monnaie commune, et il y aura même un petit mot en bonus sur la 6ème République. Et enfin, 3ème point, le projet de renégociation de Mélenchon a-t-il une chance d'aboutir ? C'est dans cette partie que j'aurai beaucoup de questions à vous poser. Et tout à la fin, il y aura un bonus, une mise en PLS totale du projet de Mélenchon sur l'Union Européenne, puisqu'on va voir que même si Mélenchon réussit à obtenir tout ce qu'il veut dans son plan A, ce ne sera pas suffisant pour qu'il puisse appliquer la majorité de son programme à cause du cadre européen restant. Je vais vous donner des exemples très concrets. Tout d'abord, je dois faire un mea culpa, parce que si les commentaires sont plutôt agressifs et bas de plafond pour la plupart, j'y suis sans doute un peu pour quelque chose. Faut dire que dès qu'on parle politique, le moindre élément est surinterprété. Par exemple, le simple fait d'avoir utilisé des affichettes de la France Insoumise pour décorer a été interprété comme une volonté subtile de me faire passer pour un insoumis afin de tromper le chaland. Cette vidéo utilise sans autorisation les logos, chartes graphiques et productions graphiques de la France Insoumise, c'est donc de la violation de propriété intellectuelle. Cette violation de propriété intellectuelle est faite dans le but de faire croire aux spectateurs que la vidéo vient d'une source officielle de la France Insoumise, ce qui est assimilable à de l'usurpation d'identité. Je m'en vais de ce pas signaler cette vidéo aux instances de la France Insoumise qui prendront les mesures nécessaires. Comme quoi, on peut être anticapitaliste et se montrer très attaché aux droits de propriété. Si ça peut rassurer les insoumis, je ne crois pas avoir trompé grand monde avec ce stratagème machiavélique et involontaire, mais qui est quand même venu parasiter le débat. Il y a un autre point, plus intéressant, qui a déchaîné les passions, c'est ma citation de l'UPR à la fin de la vidéo. Alors je souhaite m'excuser auprès de ceux qui ne connaissaient pas mon opinion sur l'UE, ils ont pu se sentir floués ou trompés, ils m'ont vu comme une personne qui avance masquée, c'était pas mon objectif, et je reconnais que je me suis pas assez mis à leur place en écrivant cette vidéo. Ceux qui me suivent savent que je suis pour la sortie de l'Union Européenne. Il était donc normal pour moi que je liste l'ensemble des candidats qui proposent une sortie de l'Union Européenne à la fin de cette vidéo, dont c'était le sujet principal, d'autant plus qu'on est en pleine période électorale. J'aurais bien aimé en citer plusieurs, mais il se trouve qu'il y en a qu'un. Je vais pas les inventer. Du coup, c'est vrai, ça m'a transformé automatiquement en soutien de l'UPR, alors que sur cette chaîne, je ne souhaite pas soutenir un parti en particulier, mais des idées, en l'occurrence sortir de l'Union Européenne. Et c'est justement pour cette raison que je ne l'ai pas cité au début, c'était pour ne pas associer tout ce que j'allais dire à un parti, pour essayer d'éviter l'esprit de clocher dans les commentaires. Mais bon, au final, c'est plutôt raté, je pense que ça l'a même plutôt renforcé. Donc tout ça aurait pu être amené de manière plus à droite, je le reconnais. Pour ceux qui en doutent, cette vidéo n'est pas un épisode de commande de l'UPR. Je ne leur ai rien demandé et ils m'ont rien demandé non plus. C'est une vidéo personnelle et même si elle est faite de bonne foi, elle reste évidemment biaisée par mes opinions, ce qui est tout à fait normal. Les gens qui sont venus me parler de neutralité et d'objectivité sont à côté de la plaque. Je rappelle que le simple fait d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, un ton de voix ou même une posture physique donne des indications sur ce que pense une personne d'un sujet. La neutralité, ça n'existe pas. De la même façon, on n'est objectif que dans un cadre qui lui est subjectif. Avoir fait le choix d'analyser le programme de Mélenchon sur la base de ce qui est disponible sur internet a donné un cadre à ma réflexion, et c'est donc en toute objectivité que j'ai montré que Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Certains ont critiqué ce cadre en disant « c'est pas le bon programme », très bien, on va revenir sur ce sujet dans un instant, avec le bouquin cette fois-ci. Mais d'abord, je dois terminer mon autocritique par la plus grosse bourde que j'ai fait dans cette vidéo. En effet, on ne peut pas dire que l'UPR est un programme plus à gauche que Mélenchon.
Parce qu'il aurait fallu définir ce qui est de gauche et ce qui ne l'est pas, s'entendre sur une définition, puis faire une étude comparée des deux programmes. C'est donc clairement un abus de langage. Cette phrase devait servir à répondre en quelques mots à une critique qui n'a pas manqué de surgir dans les commentaires, qui consiste à classer l'UPR comme un truc réac et d'extrême droite par des gens qui n'ont pas lu le programme, parce qu'évidemment, dès qu'on parle de sortir de l'Union Européenne, on a tout de suite droit à l'amalgame avec le FN et les crispations intellectuelles qui vont avec. Maintenant, pour avoir lu les deux programmes, il aurait en fait été plus juste de dire que l'UPR et la France Insoumise ont beaucoup de points communs, notamment sur le social, sur la citoyenneté, le protectionnisme, l'encadrement de la finance et des banques, etc. Bon, je vais pas tout lister. Et puis bien sûr, ils ont des points de différence. Mélenchon est plus ambitieux sur l'écologie ou sur l'encadrement des hauts salaires, et l'UPR sur l'Europe, évidemment. Tout ça pour dire que l'UPR est très loin d'avoir un programme d'extrême droite, même sur l'Europe. Contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas l'UPR qui est proche du FN, puisque le FN ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Ils viennent de publier une ébauche de programme pour 2017, et dedans, ils proposent de désobéir aux traités, afin de tenter de les renégocier pour obtenir une Europe des nations, je ne sais d'ailleurs pas ce que ça veut dire, et puis il y aura un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne en bout de piste. Ça ne vous rappelle pas la démarche de la France Insoumise, ça ? Évidemment, moi je fais pas d'amalgame avec le FN. Alors maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer dans le dur du sujet et approfondir tout ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je vous rappelle que je suis très ouvert à la discussion et qu'il est tout à fait possible que ce soit moi qui n'ai rien compris. Je vais donc vous poser un certain nombre de questions à la fin de chaque chapitre qui seront clairement formulées et cadreront le débat. Comme ça, les personnes qui se réfugient derrière des insultes, derrière l'UPR et l'esprit de clocher, ou derrière des sujets qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, apparaîtront pour ce qu'ils sont, des imbéciles frustrés et dogmatiques, incapables d'argumenter pour défendre le programme qu'ils soutiennent pourtant. Il y en a eu des pleines brouettes dans les commentaires, sur YouTube et sur Facebook, et je trouve ça assez décevant. Vous valez mieux que ça les gars, je compte sur vous. Donc, est-ce que Mélenchon a un double discours sur l'Europe ? Eh bien il suffit de voir le double discours de ses soutiens dans les commentaires. Certains d'entre vous m'ont dit que j'étais complètement à côté de la plaque et que ma vidéo n'avait aucun sens parce que Mélenchon n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne, selon eux. Quelle découverte! Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit autre chose, une organisation européenne vivable. N'importe quoi, tout ça pour dire que vous appelez un référendum sur la sortie de l'euro, donc s'allier objectivement avec les nationalistes, ça n'a aucun sens. Vous créez un homme de paille, comme quoi Mélenchon dit vouloir sortir de l'Europe et l'accuser d'être hypocrite en montrant qu'il ne dit jamais ça dans son programme, dans ses discours, etc. Sortir des traités européens, effectivement, ne veut pas dire sortir de l'Europe. Rien de nouveau sous le soleil, vous êtes vraiment au niveau zéro de l'analyse politique. Il est incorrect de prêter des intentions malignes au travail intellectuel collectif enclenché par le mouvement de la France Insoumise et Mélenchon qui, en proposant de sortir des traités européens, ferait croire insidieusement aux gens qu'ils souhaitent par défaut sortir de l'UE et que cette méthode traîtresse serait à rapprocher de celle qui a été le discours du Bourget. C'est juste n'importe quoi ou malhonnête, si certaines personnes ont compris de travers en lisant trop vite le programme, ce n'est pas une raison pour prêter à Jean-Luc Mélenchon des intentions de manipulation et de mensonge. Jean-Luc Mélenchon a toujours été très clair là-dessus, il n'a jamais dit qu'il désirait à tout prix et par idéologie sortir de l'Union Européenne. Mélenchon n'a jamais demandé de sortir de l'Europe et d'arrêter l'euro, juste de redéfinir certains termes et conditions. MDR, Mélenchon veut rester dans l'euro en modifiant les traités, sortir de l'UE n'est pas son but, vous n'y connaissez manifestement rien, vous écoutez même pas ce qu'il dit. C'est pas un scoop, c'est bien de déconstruire une idée reçue, mais c'est moins bien de faire croire que c'est le candidat qui cherche à y faire croire. Ah bon ? Mélenchon n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'UE. Et ça c'est quoi? L'Europe, pour les Français, on la change ou on la quitte. Il va falloir sortir des traités européens. S'il n'y a pas moyen de faire comprendre qu'on veut l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, qu'on en a assez de la guerre des peuples les uns contre les autres, alors oui, il faut s'en aller. Donc c'est pas moi qui l'invente. C'est bien Mélenchon qui dit « sortir des traités européens ». Certains le comprennent comme une sortie de l'UE. L'Europe on la change ou on la quitte, c'est encore plus explicite. Et ce slogan, on le retrouve noir sur blanc dans son programme, mais ça on va voir dans un instant ce que vaut cette promesse. En tout cas, on peut dire qu'elle a été entendue par une autre partie des supporters de Mélenchon, qui eux m'ont affirmé que je raconte n'importe quoi et que je suis à côté de la plaque, parce que le plan B c'est la sortie de l'UE et rien d'autre. C'est pourtant écrit noir sur blanc, page 83, le plan B c'est la sortie des traités unilatérales par la France pour proposer d'autres coopérations, l'UE on la change ou on la quitte.
D'un autre côté, quand il est écrit « Le plan B, c'est la sortie unilatérale par la France pour proposer d'autres coopérations », on peut penser ce qu'on veut de ce que pourraient être ces coopérations, il n'en reste pas moins que n'importe quel pays sortant de l'Union Européenne proposerait des coopérations, c'est ce que fera le Royaume-Uni. Complètement bidon, c'est écrit dans son programme, dans la première synthèse des contributions et dans la deuxième. Il vous faut quoi? Dans cette vidéo, il dit clairement « L'Europe, on la change ou on la quitte ». Je trouve que c'est quand même assez clair, négociation et si échec alors sortie, et assez loin de ton analyse. Il y a plusieurs mesures de proposées qui sous-entendent clairement une fracture avec l'Union Européenne. De toute façon, avec l'Assemblée constituante, il y aura, en cas d'échec de la renégociation des traités, un référendum qui pourra être proposé au peuple français concernant cette fameuse sortie de l'UE. Bon, j'ai vérifié dans le programme que j'avais sous la main, c'est limpide, le plan B c'est sortir unilatéralement des traités, l'Europe on la change ou on la quitte. Et il y aura même un référendum qui se prononcera sur l'accord éventuellement négocié, si la réponse est non, passer au plan B et on sort, bref, plus de doute possible. Ces gens-là ont dû avoir une absence lorsque je montre dans la vidéo que Mélenchon refuse toute sortie de l'UE dès qu'on lui pose franchement la question. Personne ne m'a parlé de ces passages dans les commentaires. C'est curieux. J'avais cité cette interview de Mediapart, qu'il a relayée sur son blog, où il qualifie l'éventualité d'un référendum sur la sortie de l'UE de nationalisme très étroit qui renonce à toute politique européenne. Un enfermement revenant à renoncer à toute ambition pour mon pays. C'est plutôt clair. Il y avait aussi cette interview limpide sur iTélé. On va quand même pas aller dire à Madame Merkel, écoutez, on s'en va, tenez, on vous donne les clés, débrouillez-vous avec tous les autres. Mais il n'en est pas question. Vous imaginez la France comme ça, sans alliés, sans organisation, toute seule dans son coin? Bien sûr que non. Donc Mélenchon a bien un double discours sur l'Europe. D'un côté il dit « attention, attention, hein, si négocier ne marche pas, on s'en va », et de l'autre il dit qu'il est hors de question de sortir et de laisser l'Europe à la domination du gouvernement allemand. Nous désobéirons pour renégocier, c'est tout. Et ce double discours, on le retrouve dans la scission de ses soutiens dans les commentaires, entre ceux qui croient dur comme fer dans le projet de renégociation et qui veulent rester dans l'UE, et ceux qui pensent que renégocier est impossible et qu'à terme Mélenchon sortira de l'UE. Alors, peut-être que je n'ai rien compris, mais tout ça pose un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que Mélenchon répète des slogans comme « Il faut sortir des traités européens » ou « L'Europe on la change ou on la quitte » alors qu'il refuse systématiquement de sortir de l'Union Européenne juridiquement dès qu'on lui pose franchement la question? Au regard des deux interviews que je viens de citer, pourquoi est-ce que les dirigeants européens prendraient au sérieux ces menaces de sortie? Peut-on vraiment faire confiance à Mélenchon pour sortir de l'Union Européenne, même en cas d'échec des négociations? Et enfin, si Mélenchon n'a pas de double discours sur l'UE, comment expliquer les différences de compréhension du projet de Mélenchon sur l'UE parmi ses soutiens? Personnellement, je pense que cette histoire de rapport de force n'est qu'une excuse et que ce double discours est là avant tout pour tromper les électeurs et ratisser large. La réponse que je donne à ces questions tient donc en un mot, hypocrisie. Action, parole destinée à tromper sur les sentiments, les intentions véritables de quelqu'un, assez d'hypocrisie, jouons carte sur table. Alors, jouons carte sur table une bonne fois pour toutes. Quelle partie de l'électorat de Mélenchon l'aura dans l'os? Mélenchon veut-il sortir de l'Union Européenne ou au contraire y rester? Qu'y a-t-il de marqué dans son programme? Là aussi, je vais d'abord prendre les devants et répondre aux spécialistes du bottage en touche, ceux-là même qui m'avaient expliqué que mon analyse ne vaut rien, parce que je me suis basé sur la deuxième synthèse des contributions, qui n'est pas le programme final. C'est très pratique, ça permet de répondre à aucun argument. Alors c'est pour ça que quand j'ai remis en ligne la vidéo, j'avais bien précisé dans l'intro que j'avais lu le programme final et que j'avais rien à modifier à l'essentiel de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on m'a répondu dans les commentaires? C'est marrant de faire une analyse à partir de bribes de l'avenir en commun, alors que le livret programmatique plan A, plan B n'est pas encore sorti. Oui, parce qu'il est évident que le livret programmatique sera radicalement différent de ce qu'il y a dans le livre L'avenir en commun. Pour ces gens, le programme de Mélenchon est suffisamment complet pour qu'on le soutienne, mais jamais assez pour qu'on le critique. Comme ça c'est pratique, on se fatigue pas à argumenter, il suffit simplement de dire aux gens « Attendez le prochain livre, tout vous sera révélé ». Il y en a un autre qui fait ça sur internet, il s'appelle Jacques Grimaud. Une référence intellectuelle, hein? Alors pour moi c'est simple, je regarde la couverture du bouquin et c'est écrit « L'avenir en commun, le programme de la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon, élections présidentielles et législatives 2017 ». C'est le document le plus diffusé, faut payer 3 € pour le lire, alors ne venez pas me dire que c'est pas le bon programme, parce que vous allez vraiment passer pour des cakes qui ne savent même pas ce qu'ils soutiennent.
Et puis au passage, je trouve pas ça normal que le programme ne soit pas disponible gratuitement sur internet. Je m'en fous qu'il coûte que 3 €. C'est une question de principe. Il y a plein de gens qui n'ont plus les moyens de se chauffer en France, mais Mélenchon leur demande 3 € pour lire le programme, tout en se disant le défenseur des classes populaires. Et puis en plus, c'est une connerie écologique de le diffuser uniquement sous une forme qui utilise du papier, de l'encre, du transport, etc., alors qu'il a une durée de vie de 6 mois. Je veux dire, le coût écologique d'un PDF sur un serveur est bien moindre, il me semble. Là aussi, il y a un petit problème de cohérence, hein. Enfin bref, passons. Analysons ce programme. Tout commence par la 4e de couverture où on retrouve notre slogan « Cette Europe qu'il faut changer ou quitter ». Il est aussi mentionné à la fin du laïus d'introduction « Cette Europe-là, soit on la change plan A, soit on doit la quitter plan B ». Alors, on va voir quelle proposition il y a derrière ce slogan, direction page 79, et là on retrouve d'entrée de jeu les principaux éléments du discours de Mélenchon sur l'Europe que j'avais listé dans la vidéo. L'Europe en question, sortir des traités européens. L'Europe de nos rêves est morte. L'Union actuelle est seulement un marché unique et les peuples sont soumis à la dictature des banques et de la finance. Comment stopper ce cauchemar ? Nous devons sortir des traités européens qui nous font obligation de mener des politiques d'austérité, d'abolir l'action de l'État et les investissements publics. Tout cela au prétexte d'une dette dont tout le monde sait qu'elle ne peut être payée dans aucun pays. Notre indépendance d'action et la souveraineté de nos décisions ne doivent donc plus être abandonnées aux obsessions idéologiques de la Commission européenne, ni à la superbe du gouvernement de grande coalition de la droite et du PS en Allemagne. Donc d'entrée de jeu, la première chose qu'il propose, c'est de désobéir, pour créer son fameux rapport de force. Point 49, prendre des mesures immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la nation et d'application de notre projet. Il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. En tenant ces propos, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a lui-même fixé le cadre de la tyrannie qu'il exerce. Notre programme n'est pas compatible avec les règles des traités européens qui imposent l'austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services publics. Et plein d'autres choses d'ailleurs, mais ça, on va voir qu'il en dénonce pas assez. Pour appliquer notre programme, il nous faudra donc désobéir aux traités dès notre arrivée au pouvoir par des mesures de sauvegarde de la souveraineté du peuple français. Bon là je vais pas tout vous lire, en gros il s'agit d'abandonner le TSCG, cesser d'appliquer unilatéralement la directive des travailleurs détachés, refuser les régressions du droit européen sur les questions sociales et écologiques par rapport au droit national, refuser le TAFTA, le CETA et le TISA, stopper la libéralisation et la privatisation des services publics et encadrer les mouvements de capitaux pour éviter l'évasion fiscale et les attaques spéculatives contre la France. Donc le point 50, c'est la sortie du Royaume-Uni, ça on s'en tape un peu. On passe au plan A, qui est le but de toutes ces mesures de désobéissance, créer un rapport de force pour renégocier l'Europe. Donc, plan A, proposer une refondation démocratique, sociale et écologique des traités européens par la négociation. Alors ça, si vous vous souvenez bien, c'était le titre du plan B dans la deuxième synthèse des contributions, sauf que le mot rupture avec l'UE a disparu, ça a été remplacé par la négociation. L'UE est en voie de dislocation. Elle n'a pas voulu écouter les refus des peuples depuis le référendum français de 2005, la sortie des traités européens actuels s'impose à nous. Ce sera nécessairement un rapport de force, notamment avec le gouvernement allemand. Nous proposons donc une stratégie de gouvernement en 2 temps, avec un plan A et un plan B en cas d'échec du plan A. Écoutez bien, le plan A, c'est la sortie concertée des traités européens par l'abandon des règles existantes pour tous les pays qui le souhaitent. Donc ce qu'il appelle sortir des traités européens, dans un premier temps, c'est l'abandon des règles existantes. Le plan B, c'est la sortie des traités européens unilatérales par la France pour proposer d'autres coopérations. L'UE, on la change ou on la quitte. 3e fois qu'on voit le slogan. On verra ce qu'il y a réellement dans le plan B et s'il s'agit d'une sortie juridique ou au contraire, comme dans le plan A, s'il s'agit d'une sortie qui concernerait l'abandon des règles existantes. Le mandat de négociation de ces plans sera soumis au préalable à l'Assemblée nationale, la validation de ce processus passera nécessairement par une décision du peuple français par référendum. Alors, qu'est-ce qu'il réclame dans cette refondation de l'Europe ? Là aussi, je vous laisserai lire si ça vous intéresse vraiment, mais en gros, il s'agit de mettre fin à la dépendance de la BCE, d'évaluer l'euro pour revenir à une parité initiale avec le dollar, mettre au pas la finance, organiser une conférence européenne sur les dettes souveraines débouchant sur des moratoires, une baisse des taux d'intérêt, des rééchelonnements et annulations partielles. Arrêter la libéralisation des services publics, mettre en place un protectionnisme solidaire, arrêter la libre circulation des capitaux et des marchandises entre l'UE et les pays tiers, mettre fin au dumping à l'intérieur de l'UE par une politique volontariste et rapide d'harmonisation sociale et fiscale par le haut dans toute l'UE, avec inscription d'une clause de non-régression des droits sociaux. On reviendra dans un instant sur cette histoire d'harmonisation sociale et fiscale.
refonder la politique agricole commune pour garantir l'autosuffisance alimentaire, abandonner le marché carbone. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que certains m'ont dit qu'en cas d'échec des négociations, Mélenchon fera un référendum sur notre appartenance à l'UE. Sauf qu'ici c'est écrit, en cas d'accord, le résultat des négociations sera soumis à un référendum du peuple français qui décidera souverainement de sa participation à l'Union européenne refondée ou de la sortie. C'est le seul endroit du programme où on parle de sortir de l'Union européenne. Mais vous voyez bien que c'est piégeux, parce qu'en cas de désaccord, il n'y a pas de référendum sur la sortie de l'UE de prévu. Dans ce cas-là, on passe au plan B. Et je rappelle que le plan B, c'est la sortie des traités européens unilatérale par la France. Mais, est-ce que ça veut dire sortir par l'article 50 ou est-ce que ça veut dire sortir par l'abandon des règles existantes, comme c'est le cas dans le plan A? On va voir ça. Point 52, appliquer un plan B en cas d'échec des négociations, stopper la contribution de la France au budget de l'Union européenne, réquisitionner la Banque de France pour transformer l'euro en monnaie commune et non plus unique, ça aussi on va revenir là-dessus, mettre en place un contrôle des mouvements de capitaux et des marchandises aux frontières nationales pour éviter l'évasion fiscale, construire de nouvelles coopérations avec les États qui le souhaitent en matière culturelle, éducative, scientifique, etc. Et ces coopérations sont détaillées un peu plus dans le point 53. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc vous voyez bien qu'à aucun moment il n'est question de sortir juridiquement de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50, c'est-à-dire de s'extraire complètement de cette organisation. Pour résumer, ce que propose Mélenchon quand il dit sortir des traités européens, c'est de sortir des politiques des traités européens par la désobéissance tout en restant membre de l'UE, ceci dans le but de renégocier les traités. Et si ça ne marche pas dans le plan A, le plan B, c'est de désobéir un peu plus. Donc ceux qui s'imaginent que Mélenchon propose à un moment ou à un autre de quitter l'UE se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Désobéir n'est pas sortir. Quant à la possibilité de son référendum sur une sortie de l'Union européenne, il est conditionné à l'obtention d'un accord. Mais dans le cas où Mélenchon y parvienne, vous croyez vraiment qu'il va risquer son idéal européen enfin renégocié en proposant un référendum sur la sortie de l'UE? De toute façon, on va voir dans un instant que l'obtention de cet accord va poser énormément de problèmes, je pense même que c'est impossible. Cela étant dit, j'ai une question pour les têtus qui veulent encore croire que Mélenchon veut sortir de l'UE. Oui, je suis sûr qu'il y en aura. Au-delà de son slogan « L'Europe, on la change ou on la quitte », Mélenchon a-t-il un plan de sortie de l'UE prêt en cas d'échec des négociations? Est-ce qu'il parle de l'article 50? Est-ce qu'il parle d'un retour au franc? Est-ce qu'il parle des relations qu'on aurait avec les pays européens en dehors de l'UE? Jamais, il me semble. Donc au-delà du slogan, il n'y a rien. En plus, combien de temps se donne Mélenchon pour renégocier l'Europe? Une semaine? Un mois? 6 mois? 2 ans? 5? 10? Formulé autrement, quand est-ce que Mélenchon constatera l'échec du plan A pour passer au plan B? Dans la vidéo, je faisais remarquer qu'il était incohérent de proposer à la fois l'harmonisation fiscale et salariale en Europe pour mettre fin au dumping et laisser les peuples décider eux-mêmes de la manière dont les impôts et cotisations sociales sont employés. Là-dessus, plusieurs réponses m'ont été faites. Un nombre important de personnes ont tout simplement contourné cette incohérence en expliquant qu'il s'agit d'harmoniser les recettes, mais pas les emplois. Ce qui est encore plus incohérent en fait, hein. Bah oui, imaginons qu'on décide que les impôts sur les sociétés soient de 30% dans toute l'UE. Si le Luxembourg veut garder son avantage fiscal avec son IS à 1%, qu'est-ce qui va l'empêcher de contrebalancer cette mesure en créant une déduction fiscale de 29% sur les bénéfices, puisque justement, il est libre de décider des emplois de cette nouvelle taxe? Dans le même genre, en France, on paye des cotisations sur les salaires pour financer nos retraites par répartition. Si on s'aligne sur ces niveaux de cotisation dans toute l'Europe, les Allemands vont pas être très contents, parce que eux ont des retraites par capitalisation. Vous allez les faire payer 2 fois. Et en plus, je suis pas sûr que quiconque ait envie de se soumettre à un impôt s'il ne sait même pas ce qu'il finance. Donc c'est évident que vous êtes obligé d'harmoniser les recettes et les emplois, surtout si c'est pour lutter contre le dumping social et fiscal. Sinon ça n'a aucun sens. Il y a une personne qui m'a donné une autre version sur Facebook. Pour lui, la manière dont les impôts sont employés se limiterait à la suppression de la règle des 3% de déficit. Bon, si ça peut lui faire plaisir. Il y a une seule personne qui m'a fait une remarque intelligente sur le sujet. Il est vrai que j'ai un biais d'interprétation sur cette question, puisque pour moi, si on veut lutter contre le dumping, cette harmonisation, je la comprends comme une uniformisation de tout le social et de tout le fiscal. Et comme elle est formulée dans le programme, je la comprends encore comme ça. Mais cette personne voit dans ces mots un projet moins ambitieux. Il s'agirait en gros de réduire les écarts entre les différents modèles en créant un plancher d'impôt sur les sociétés ou un SMIC européen par exemple.
Tout ça pour dire que cette harmonisation, on l'a comprise de 4 façons différentes. Donc ça aurait été bien de donner plus de détails dans le programme. Ah, mais il y en aura peut-être dans ces fameux livrets programmatiques. De toute façon, l'incohérence que je dénonce entre ces deux propositions n'a plus lieu d'être, puisque dans le programme final, il n'est plus question d'exiger que les peuples décident eux-mêmes de la manière dont les impôts et cotisations sociales sont employés. Cette proposition a disparu. Fin de la discussion. Passons maintenant à l'euro. J'avais dit que l'euro n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. Et il m'avait pas semblé utile d'expliquer pourquoi, mais bon, il y a plein de gens qui ne le savent pas, ce que je comprends tout à fait, mais vous allez voir que certains ne veulent pas savoir. Confondre monnaie commune et monnaie unique, du grand art. Renseignez-vous, l'euro est une monnaie commune. C'est à vous de vous renseigner. Une monnaie commune est une monnaie partagée par plusieurs États, mais qui ne remplace pas les monnaies nationales. Elle s'oppose à la monnaie unique, qui est une monnaie se substituant aux monnaies nationales. Et il me cite cette fameuse page Wikipédia que beaucoup m'ont envoyée. Sauf que l'euro est justement une collection de monnaies nationales dont on a décidé qu'elles s'appelleraient toutes euros et s'échangeraient à un taux de 1 pour 1 sans limite de temps ni de montant. Donc vous avez l'impression d'avoir une monnaie unique car vous payez avec les mêmes billets d'un pays à l'autre et vous ne passez pas par le marché d'échange. Mais en réalité, les euros dans chacun des pays sont des créances sur leurs banques centrales respectives, c'est-à-dire 19 monnaies nationales compartimentées. Comme le marché d'échange n'existe pas, les échanges entre les différentes monnaies de la zone euro sont comptabilisés au sein du système Target 2. Arrêtez de raconter n'importe quoi, l'euro est une monnaie unique présente dans les 28 pays de l'Union, dire le contraire est une absurdité totale. Voilà l'exemple parfait qui démontre votre mauvaise totale et votre manière de travestir la réalité pour en faire votre vérité. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ouh là 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 là, palme d'or de la stupidité et de la fermeture d'esprit. Donc pour lui, l'euro c'est la monnaie des 28 pays de l'Union, mais c'est moi qui travestis la réalité pour en faire ma vérité. Eh bah tiens. Alors, je vous informe que l'euro est la monnaie des 19 États membres de la zone euro et que l'argent que vous avez sur votre compte en France n'est pas une monnaie européenne unique, mais une monnaie nationale française parce que c'est une créance sur la Banque de France. Et c'est pareil pour les autres pays, vous avez des euros allemands, des euros grecs, des euros espagnols, etc. Et c'est ça qui fait le caractère national d'une monnaie et rien d'autre. Alors bien sûr, nous n'avons plus notre souveraineté sur notre monnaie, et nous partageons un emballage commun qui s'appelle euro, mais qui n'a pas supprimé l'existence juridique des monnaies nationales. Donc l'euro est bien ce qu'on appelle une monnaie commune. Au passage, j'ai une petite question. Étant donné que l'euro n'est rien d'autre qu'une décision politique, décrétant que les monnaies des 19 États membres s'échangent à un taux de 1 pour 1 sans limite de temps ni de montant, comment est-ce que Mélenchon fera pour rester dans l'euro tout en rétablissant un contrôle des capitaux aux frontières nationales? Oui, c'est une question rhétorique parce que les deux propositions sont antinomiques. C'est pas possible. Alors maintenant, je vais demander à certains de faire un gros effort en surmontant leur esprit de clocher, parce que si vous voulez plus d'infos sur l'euro, je vous renvoie à cette conférence d'Asselineau. À la limite, vous pourrez passer la première heure où il fait l'historique des monnaies supranationales, et après il rentre dans le dur du sujet, et il explique comment fonctionne l'euro et les problèmes qu'il soulève. Vous pourriez bien sûr trouver ces infos ailleurs, mais l'avantage de cette conférence, c'est qu'elle en centralise beaucoup, et qu'elles sont présentées avec beaucoup de pédagogie. Alors toutefois, si j'ai bien compris, ce que Mélenchon souhaite faire en réalité, c'est créer une sorte de monnaie locale pour les échanges à l'intérieur de la France et garder l'euro pour nos échanges extérieurs. C'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Mais faire ça, ça ne s'appelle pas créer une monnaie commune. À la limite, c'est créer une monnaie unique supplémentaire pour nos échanges intérieurs. Et en plus, le présupposé de la phrase reste faux puisque l'euro n'est pas une monnaie unique de toute manière. Si bien qu'étymologiquement, cette phrase dans le programme de Mélenchon ne veut absolument rien dire et ne renvoie à aucun projet concret. Et ne vous cachez pas derrière des arguments d'autorité à la con comme l'ont fait ces gens-là, il y a un moment où les faits sont les faits. L'euro est une monnaie commune et pas unique. Alors j'en vois certains qui pourraient me dire que je joue sur les mots et que la signification de cette phrase c'est son projet de double monnaie. Et si c'est vraiment votre argument, à ce compte-là les mots n'ont plus de sens et je vous demande de publier un dictionnaire des expressions de la France insoumise pour qu'on puisse débattre. Oui, parce qu'à ce moment de la vidéo, on en a déjà croisé plusieurs. Sortir des traités européens, qui ne veut pas dire sortir de l'UE, mais sortir des politiques des traités tout en restant dans l'UE, c'est-à-dire désobéir. Harmonisation sociale et fiscale, qu'on a comprise de 4 façons différentes. Transformer l'euro, monnaie unique, en monnaie commune, qui voudrait dire garder l'euro pour nos échanges extérieurs et avoir une monnaie pour nos échanges intérieurs. Et puis un petit dernier pour finir, le fameux « je m'en vais ».
Dans ma vidéo, j'avais fait remarquer que Mélenchon promet de s'en aller une fois que la constitution de la 6ème République serait appliquée. Et donc je me demandais comment est-ce qu'il allait pouvoir renégocier les traités s'il ne fait même pas son mandat entièrement. C'est encore plus explicite dans le programme, puisqu'il écrit « Je voudrais être le dernier président de la 5ème République et rentrer chez moi, sitôt que la nouvelle constitution aura été adoptée par le peuple français ». Ce à quoi quelqu'un m'a répondu dans les commentaires que Mélenchon avait expliqué ce qu'il entendait par « je m'en vais » dans une vidéo. Alors malheureusement, j'ai pas pu retrouver ce commentaire, il s'est perdu dans l'énorme masse sur YouTube ou sur Facebook, je sais plus, mais j'en ai trouvé un autre qui me dit que Mélenchon n'affirme pas qu'il ne fera pas son mandat entièrement. Tiens donc. Eh bien, je vous invite à revoir cet extrait d'On n'est pas couché, baptisé les 10 premières mesures de Mélenchon à l'Élysée, où il dit « Une fois que la Constitution est votée, elle est adoptée, elle s'applique, et donc je m'en vais. Je ne vous ferai pas le coup de vous dire « Moi j'ai été élu pour 5 ans, je reste jusqu'au bout. Après, dans l'autre Constitution, on verra bien ce que je ferai. » Donc en fait, si je comprends bien, le « je m'en vais » ou le « je rentre chez moi » signifierait « je quitte mon poste de président de la 5ème pour devenir le premier président de la 6ème ». Du coup, face à toutes ces ambiguïtés, je me demande vraiment si tous les supporters de Mélenchon savent pourquoi ils vont voter. Et c'est là qu'intervient la martingale de la 6ème République. La 6ème République, c'est vraiment apparu dans les commentaires comme un espèce de joker. En gros, on m'a dit que même si sortir de l'UE n'est pas dans le programme, grâce à la 6ème République, le peuple prend le pouvoir et toutes nos attentes seront réalisées. Dans ce cas, ça voudrait dire que les électeurs de Mélenchon, partisans de la 6ème, mais qui veulent rester dans l'UE, auraient mal compris et seraient entraînés sans le savoir vers une sortie de l'UE qu'ils ne veulent pas. Et voilà, on y revient. À cause de cette scission sur l'Europe chez les Insoumis, on remarque qu'il y a une partie de l'électorat qui l'aura dans l'os dans tous les cas. Au regard des précédents chapitres, je vous laisse deviner laquelle. Alors il y a quoi dans la 6ème République ? Eh ben on sait pas. C'est une assemblée qui va rédiger la Constitution, et personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude ce qu'il y aura et ce qu'il n'y aura pas dans ce texte. Toutefois, le programme commence par un chapitre de 20 pages sur la 6ème République, avec les 10 premières pages qui donnent des mesures très concrètes à mettre dans la Constitution. En lisant ça, j'ai d'ailleurs eu le sentiment un peu désagréable que le boulot de la constituante était déjà bien pré-mâché, voyez. Pour ceux qui s'imaginent que la 6ème République aboutirait à une sortie de l'UE, je vous signale que dans ces 20 pages, on ne parle ni de l'Europe, ni de l'euro, et qu'il n'est pas prévu que cette constitution ait la primauté sur le droit européen. Le résultat, c'est que vous n'avez que l'espoir que la 6ème République aboutisse à une sortie de l'UE en guise d'argument. Et moi ça ne me suffit pas pour voter pour un candidat qui en plus, comme on l'a vu, est opposé à toute sortie de l'UE. Bon, à ce stade de la vidéo, je pense que la plupart des rageux se sont déjà barrés en mettant leur pouce rouge et leur insulte dans les commentaires, donc je peux prendre mon temps et approfondir un peu cette 6ème République, parce qu'elle nourrit décidément beaucoup de fantasmes. Comment ça, plan C ? Il est bien dit dans le programme qu'il y a un article 50 dans le programme. Oui, enfin bon, quand je parle d'article 50, c'est l'article 50 du TFUE, pour sortir. Enfin bon, bref. Et d'ailleurs, c'est une constituante qui se fera, donc il n'y aura plus de président, le peuple décidera, point, pas besoin de faire du sophisme. Eh gars, tu n'as rien compris. L'objectif, 1, c'est la 6ème République, 2, le peuple prend le pouvoir, 3, il se conforme au programme ou il propose d'autres choses, sachant que tout sera voté par référendum. Donc ça c'est très drôle, je vous renvoie à la page 26 du programme où c'est écrit « Abolir la monarchie présidentielle en instaurant un régime parlementaire stable dans lequel le gouvernement détient le pouvoir exécutif et est responsable devant le Parlement, transférer le pouvoir de nomination au Parlement. » C'est pas la constituante qui va diriger le pays les gars, hein, c'est pas son boulot. Et tout ne sera pas tranché par référendum. D'ailleurs là aussi rien n'indique qu'il y aura des référendums réguliers. Ce qui est prévu, c'est d'avoir un régime parlementaire, c'est-à-dire un truc qu'on connaît déjà, ça s'appelle la 4ème République. Le suffrage universel du président de la République disparaît, mais il y a toujours un président qui est nommé par l'Assemblée, et cette Assemblée est élue à la proportionnelle. Donc pour élire cette Assemblée, vous aurez le même mode de scrutin qu'aux élections européennes. Chaque parti fera une liste d'autant de candidats qu'il y a de postes de députés, et ce sera une élection à un tour. Le vote par circonscription disparaît, parce qu'on ne peut pas voter pour un seul député à la proportionnelle, ça n'a aucun sens, et vous aurez donc un découpage par région qui reste à définir, ou même pas de découpage du tout, et donc une élection nationale. Quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que ce changement de mode de scrutin atténue énormément les contre-pouvoirs populaires prévus dans la 6ème République. D'abord, ce sont plus les citoyens qui élisent le président, ce qui me gêne, sur le fond et sur la forme, parce que vous allez voir que ça accentue les critiques que je vais faire. Alors d'abord, le droit au vote blanc, même s'il est compté, n'est plus qu'une façade.
puisqu'il a quasiment aucune chance d'arriver en tête dans une élection à la proportionnelle à un tour. Tout simplement parce que les gens n'ont plus de raison de voter blanc. Ils préféreront voter pour des petits partis, proches de leurs idées, puisqu'ils seront représentés à l'Assemblée. Le vote blanc a plus de sens dans une élection à 2 tours et par circonscription pour ce qui est des législatives. En plus, si les sièges de députés sont alloués sur la base d'un score national, jamais le vote blanc n'obtiendra plus de 50% des voix ou arrivera en tête. C'est pas pour rien si Mélenchon propose d'ailleurs de généraliser le vote à la proportionnelle à toutes les élections. Le référendum révocatoire est lui aussi vidé d'une partie de sa substance. Dans la 5ème République, si vous virez le président, vous signifiez que vous n'êtes pas content de la politique qu'il mène ou qu'il n'est plus apte à diriger le pays. Mais dans la 6ème, vous ne pourrez pas virer le président, puisqu'il n'est pas élu, mais nommé. Et même si vous pouvez virer un député par-ci par-là, si vous n'êtes pas content de la politique menée par l'Assemblée, vous ne pouvez pas la virer entièrement. Il faudrait créer un référendum d'initiative populaire de dissolution de l'Assemblée, et ça c'est pas prévu. En plus, même si vous la dissolvez, vous devez la réélire à la proportionnelle avec les mêmes partis. Donc sans doute que la répartition serait un petit peu différente, une assemblée plutôt de droite deviendrait plutôt de gauche, et inversement. Mais aucun parti n'aurait la majorité à l'Assemblée, parce qu'il faudrait qu'il obtienne plus de 50% des voix, ce qui a très peu de chances d'arriver. Donc, le cas général, ce sera d'avoir une cohabitation de partis à l'Assemblée. Et le problème principal que ça va poser, c'est qu'à chaque fois qu'il faudra voter une loi, plusieurs partis devront faire une coalition pour être majoritaires. Je vous laisse imaginer l'usine à gaz de finasserie politique que ça va entraîner à base de pression, de chantage, de compromis, d'alliances, de promesses et de trahison, et de promesses de trahison. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. Donc en fait, on va rester dans un système dominé par les professionnels de la politique. Après, ils proposent quand même le référendum d'initiative populaire pour proposer des lois. En revanche, le programme ne prévoit pas de référendum d'initiative populaire constitutionnel. Bah oui, ce serait dommage que les gens rédigent une constitution hors des partis et l'imposent aux politiciens dans l'esprit des projets d'Étienne Chouard. Ces 3 mesures, dont 2 sont nettement atténuées comme on l'a vu par le changement de mode de scrutin, c'est tout ce qu'il y a dans le programme pour améliorer le contrôle des citoyens sur les politiciens et la gestion du pays. Par contre, vous avez 8 mesures pour renforcer le pouvoir du Parlement sur l'exécutif. Alors quand Mélenchon parle de l'ère du peuple, et que certains s'imaginent qu'on va vivre dans une démocratie ultra directe, sans président, où tout sera géré par référendum, il s'illusionne complètement. En fait, la 6ème République, ce sera l'ère des représentants du peuple, c'est-à-dire des partis et des politiciens de carrière dont les pouvoirs sont renforcés face à l'exécutif, mais le volet sur le pouvoir populaire est très maigre. Alors ce commentaire sur Facebook me fait doucement rigoler. MDR, Monsieur Asselineau en conférence pour la 5ème République et le pouvoir du roi président. Non mais vous savez ce que vous défendez les militants upériens? La même politique exécutive oligarchique que Sarko ou Hollande, soyons sérieux. Mais y a quoi dans la 6ème République? Pour être honnête, pour l'instant, on ne le sait pas exactement, donc on ne peut ni voter pour ni voter contre. Et au vu du projet qui s'esquisse dans le programme, je vous signale que les citoyens n'auront plus aucun pouvoir sur l'exécutif, ni pour le virer, ni pour le nommer. Et ce régime parlementaire restera une oligarchie de professionnels de la politique. C'est ce que vous voulez? Vous savez, vous, pourquoi vous allez voter avec la 6ème République? Ben non. Et au vu des commentaires, on se rend vraiment compte que les insoumis votent plus pour leurs espoirs personnels que pour un vrai projet de constitution défini à l'avance. Alors après cette grosse digression, on va revenir sur le projet européen de Mélenchon. On a vu qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne, mais est-ce que son projet de renégociation par la désobéissance a une chance d'aboutir? Personnellement, si je suis pour la sortie de l'UE, c'est justement parce que je considère que tout projet de renégociation pose un certain nombre de questions qui me semblent insurmontables. Mais peut-être que je me trompe complètement. Alors si vous avez une réponse pour l'une de ces questions, ça m'intéresse beaucoup. Mélenchon souhaite renégocier en utilisant un rapport de force basé sur la menace de la sortie de la France de l'Union européenne, c'est-à-dire d'une économie représentant 18 à 20% du PIB de l'UE. Or, le rapport de force est une relation de conflit entre plusieurs parties qui opposent leur pouvoir ou en un sens plus littéral, leur force, que cette force soit physique, psychique, économique, politique, religieuse, militaire, etc. Si les parties impliquées dans le rapport de force ont un pouvoir inégal, on distingue la partie dominante et la partie dominée. S'applique alors la loi du plus fort, autrement dit l'arbitraire du pouvoir. On nomme généralement violence, en un sens physique ou moral ou social, voire même écologique, l'usage d'un tel pouvoir.
N'est-il pas incohérent que les insoumis s'opposent à la société ultralibérale basée sur la loi du plus fort économique, tout en proposant de renégocier les traités européens sur la base du plus fort économique ? Partant du principe soutenu par nombre de partisans de la France insoumise qu'il suffit d'avoir un gros PIB et de menacer de sortir de l'Union européenne pour obtenir une modification des traités, l'Allemagne ayant un poids économique plus important que la France, si je suis bien cette logique, il suffira à Merkel de menacer de quitter l'UE pour que Mélenchon abandonne son projet. N'est-ce pas ? Sachant que Mélenchon a besoin de l'unanimité des 28 États membres pour modifier les traités, et qu'en plus d'être signé par les gouvernements, il faut aussi qu'il soit ratifié par les parlements ou par référendum, ce qui nous fait un total de 56 décisions qui doivent toutes être oui. Quelle garantie avons-nous que Mélenchon obtienne cette unanimité à la fois des gouvernements et des parlements ? Il est vrai que ce problème de l'unanimité n'est pas insurmontable, mais je vous signale que la dernière fois qu'elle a été réunie, c'était en novembre 2016, pour signer le CETA. Un traité à peine ultralibéral, dans la continuité des politiques menées en UE, en fait. Pourtant, il a fallu plus de 10 ans pour le négocier, dans le secret, et à la fin, il a fallu faire pression sur ce pauvre Paul Magnette pour qu'il ne fasse pas tout capoter à la dernière minute. J'ajoute que la Commission avait tout fait pour éviter l'étape de la ratification en proposant que le vote du Parlement européen vale pour tous les États membres. Alors, pourquoi est-ce que les gouvernements qui ont signé le CETA feraient volte-face, moins d'un an plus tard, pour suivre Mélenchon dans sa démarche de réorientation de l'UE, alors que personne n'a suivi Paul Magnette dans sa tentative de faire inscrire une clause sociale et environnementale dans le CETA ? Quels arguments peuvent laisser penser que Mélenchon arrivera à obtenir cette double unanimité alors qu'il n'a aucun soutien à ce jour, et qu'en plus, il se heurtera à une forte opposition idéologique au sein des institutions tant européennes que des autres États ? Ceci nous ramène en fait à la question précédente sur le temps de négociation. Puisque Mélenchon ne se fixe pas de délai pour renégocier, on peut estimer qu'il lui faudra un minimum de 10 ans pour le faire, puisque c'est le temps qu'il a fallu pour négocier le CETA, alors qu'il bénéficiait d'un large soutien idéologique que n'a pas Mélenchon. C'est donc une hypothèse optimiste. Êtes-vous prêt à subir les traités 10 ans de plus, le temps que Mélenchon les renégocie, sans certitude qu'il y parvienne au final ? Et 10 ans, c'est vraiment une hypothèse optimiste, parce que le TAFTA a justement été enterré à cause d'un changement de dirigeant aux États-Unis hostile à ce traité. Alors on va faire un petit calcul. Il y a 28 États dans l'UE. Partant du principe que chaque dirigeant est élu pour 5 ans, ça nous fait un changement de dirigeant européen tous les 2 mois et 5 jours en moyenne. Donc, l'unanimité des 28 États a donc une fenêtre de tir de 2 mois et 5 jours. Au-delà, il faut convaincre des dirigeants supplémentaires parce qu'ils peuvent changer. Donc au maximum, si on compte 10 ans de négociation, il faudra convaincre 54 gouvernements différents auxquels s'ajoutent les 28 ratifications, soit 82 décisions transnationales et transpartisanes qui doivent toutes être oui. Pouvez-vous garantir qu'au cours des 10 prochaines années, il n'y ait aucun dirigeant élu hostile au projet de Mélenchon et préférant l'Europe telle qu'elle est ? Bon, sur cette question de l'unanimité, je pourrais continuer d'enfoncer le clou pendant des heures, mais en fait, c'est inutile, parce que Mélenchon a déjà répondu à cette question. La nécessité de recourir à un rapport de force pour tenter d'obtenir cette unanimité est bien la preuve qu'il part du principe qu'il ne peut pas l'obtenir en se contentant de vanter les bienfaits de son projet. En fait, il y croit pas lui-même, il part perdant. Alors, plus généralement, cette nécessité d'un rapport de force pour négocier, n'est-ce pas un constat d'échec de tout projet de fédéralisme européen, quelle que soit son orientation idéologique ? L'article 5 de notre Constitution dit que le président de la République est le garant du respect des traités. Or, Mélenchon propose de désobéir aux traités dès son arrivée au pouvoir. Êtes-vous prêt à voter pour un candidat qui propose de ne pas respecter la loi ? Certes, on peut me dire, il tue personne, il fait pas de détournement de fonds ni d'emploi fictif, mais ça reste une question de principe. Alors, je sais qu'il veut passer à la 6ème République, mais j'avais montré dans ma vidéo que Mélenchon est déjà d'accord sur le principe de cet article, puisqu'il s'offusquait du non-respect d'un simple contrat commercial avec la Russie, concernant les 2 navires Mistral, considérant qu'il s'agissait d'une trahison de la parole donnée. Le non-respect des traités européens n'est-il pas une trahison de la parole donnée par la France ? Si la position de Mélenchon devait être différente concernant les traités européens, qui sont nettement plus importants que des contrats commerciaux, est-ce que ce serait pas hypocrite de sa part ? Certains m'ont dit qu'on peut désobéir aux traités parce qu'ils sont pas légitimes puisqu'on a voté contre en 2005. Bon, si vous voulez. Mais en proposant de renégocier les traités, vous légitimez de fait, par un accord tacite, toute la partie que vous ne proposez pas de renégocier. C'est-à-dire tout ce qu'il n'y a pas dans le plan A, soit l'immense majorité des traités. Alors si l'intégralité des traités n'est pas légitime à vos yeux, n'est-il pas plus logique d'en sortir définitivement ?
Bon, de toute manière, les traités sont légitimes, car le droit international prime sur les interprétations personnelles de certains dans les commentaires. Je vous rappelle que nous sommes dans une démocratie représentative. Dans ce système, la voix du peuple s'exprime à travers leurs représentants qui ont malheureusement signé ces traités. Alors pour ma part, j'estime que tous ces gens sont des traîtres et je suis pour une démocratie beaucoup plus directe. Mais si nous ne sommes pas contents des décisions de nos représentants, c'est notre problème. C'est pas aux autres pays d'en subir les conséquences. Sortir de l'Union Européenne ne sera pas un bras d'honneur fait aux autres pays comme j'ai pu le dire ici et là, car tous ont signé le même traité qui, à l'article 50, prévoit qu'un pays puisse sortir de l'Union Européenne à tout moment. Par contre, ils n'ont jamais signé un article acceptant l'éventualité qu'un pays désobéisse. Bien au contraire. Dans ce cas-là, c'est des sanctions qui sont prévues. Sachant que les traités européens obligent la Commission à déférer devant la Cour de justice de l'Union Européenne tous les États membres qui ne respectent pas les traités, comment est-ce que Mélenchon évitera les sanctions tout en désobéissant aux traités? Est-ce que ça ne risque pas de le mettre en position de faiblesse pour engager les négociations? Si des sanctions sont prises contre la France, quelle sera la position de Mélenchon vis-à-vis de celle-ci? Si Mélenchon désobéit aussi aux sanctions, n'y a-t-il pas un risque de cercle vicieux entraînant la France dans des sanctions encore plus graves? Comment alors concilier la position de la France avec l'idée de coopération européenne et d'entente entre les peuples? N'est-il pas injurieux et prétentieux que la France se permette de désobéir aux traités tout en exigeant des autres pays qu'ils se soumettent à ses revendications et les respectent à l'avenir? Du coup, j'ai une dernière question. Imaginons qu'il n'y ait aucune sanction suite à la désobéissance de Mélenchon et qu'il parvienne à renégocier l'UE en imposant, par la force, des mesures que certains pays ne voulaient pas. Qu'est-ce qui empêcherait alors ces pays de désobéir aux traités dans le but d'obtenir des mesures plus favorables? Des sanctions peut-être? La loi du plus fort économique? Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais définitivement briser le rêve de certains, car même si Mélenchon réussit à renégocier les traités, les exigences qu'il a formulées dans son plan A ne sont pas suffisantes pour qu'il ait le droit d'appliquer l'intégralité de son programme. Certains m'ont dit que son projet sur l'UE n'avait finalement pas d'importance et qu'ils allaient voter pour Mélenchon pour les autres mesures du programme. Ces gens-là n'ont rien compris. Si je me suis focalisé sur l'UE, c'est justement parce que l'échelon national n'a plus assez de pouvoir pour appliquer un programme politique comme celui de la France Insoumise. Il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vit plus en Union Européenne qu'en France. 80% des textes qui sont votés à l'Assemblée sont des transpositions en droit national du droit européen, des directives, des normes, etc. Et on n'a pas le droit de s'opposer à ces textes. Ce qui explique peut-être en partie l'absentéisme record de nos députés. L'application des traités successifs nous engageant dans la voie du fédéralisme a aussi entraîné des transferts de souveraineté vers l'Union Européenne. Ce qui veut dire que le président de la République n'a plus aucun pouvoir sur certaines choses. Les voici. Alors vous avez d'abord ce qu'on appelle les compétences exclusives de l'Union Européenne, où les États n'ont plus du tout leur mot à dire, l'union douanière, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, donc toute la politique d'immigration, l'établissement des règles de concurrence, la politique monétaire, la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune et la conclusion d'accords internationaux. Puis ensuite, vous avez ce qu'ils appellent les compétences partagées, mais ils ont une notion assez personnelle du partage. Les pays de l'Union Européenne ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où l'UE n'a pas exercé ou décidé de ne pas exercer la sienne. Donc les décisions de l'UE ont la primauté sur toutes les décisions nationales dans l'intégralité des champs d'application listés en dessous. Je vous laisse les découvrir, vous voyez que c'est loin d'être anecdotique. Alors concrètement, on va partir du principe que Mélenchon cesse de désobéir s'il parvient à renégocier les traités selon son plan A. Et donc voici une liste non exhaustive de ce que Mélenchon ne pourra pas faire même dans son Europe refondée. Mélenchon veut sortir de l'OTAN, ce que je trouve très bien, mais l'article 42 du TUE précise que la politique de défense commune de l'UE est reliée à la politique de l'OTAN. Donc même si on en sort, on y est quand même, Mélenchon ne propose pas de modifier cet article. Mélenchon veut sortir de l'OMC, ce que je trouve très bien aussi. Mais comme on l'a vu, la politique commerciale commune et la conclusion d'accords commerciaux internationaux sont devenus des compétences exclusives de l'Union Européenne, et ce depuis le traité de Maastricht de 1992, auquel Mélenchon avait appelé à voter oui. Il doit donc le connaître. Aujourd'hui, vous avez un GUS à l'OMC qui représente les 28 États de l'Union Européenne. Concrètement, si Mélenchon se présente à Genève en disant « La France quitte l'OMC », on lui répondra « Mais c'est pas votre boulot, arrangez-vous avec votre État de tutelle ». Et donc il faudra l'unanimité des 28 États membres pour modifier les traités et quitter l'OMC,
parce que cette institution est citée dans les traités, et parce que Mélenchon ne propose ni de supprimer l'OMC des traités, ni de récupérer la souveraineté de la politique commerciale extérieure dans son plan A. Mélenchon veut inscrire l'interdiction de la GPA dans la Constitution, mais la CEDH a déjà rendu plusieurs verdicts sur ce sujet qui obligent les États à reconnaître la filiation par GPA et un droit de parenté pour les acheteurs d'enfants. À terme, on voit bien la direction qui est prise. La GPA sera légalisée dans toute l'UE par jurisprudence de la CEDH et Mélenchon sera obligé de supprimer cet article de la Constitution parce qu'elle ne remet pas en cause la supranationalité du droit européen sur le droit national. Ce qui est tout à fait normal en fait, puisque c'est un principe fondamental du fédéralisme auquel il est attaché. Mélenchon veut interdire les pesticides dans son volet sur la santé, mais il n'en parle pas dans son plan A. Alors, ceci dit, cette fois-ci, il ne s'agit pas de modifier les traités. La méthode consistera à dresser une liste de produits à interdire dans toute l'Europe, puis obtenir la majorité qualifiée des États membres, c'est-à-dire 65% des voix. Aux dernières nouvelles, l'utilisation du glyphosate a justement été reconduite par la Commission parce qu'il n'y avait pas de majorité qualifiée des États membres pour l'interdire. Dans son programme, Mélenchon ne dit pas un mot pour dénoncer la responsabilité de l'Union européenne dans la diffusion des pesticides. Par contre, il fait coller ce genre d'affiches dans nos rues. Sarkozy, Hollande, 10 tonnes de pesticides par heure, c'est leur bilan, je vote, ils dégagent. Mais ça changera quoi? Puisqu'il faut la majorité qualifiée des 28 États membres pour interdire les pesticides. Ils se foutent de votre gueule! L'intégralité du point 17 du programme, visant à instaurer un protectionnisme solidaire pour produire en France, entre en contradiction avec les compétences exclusives de l'Union européenne portant sur l'union douanière et sur la politique commerciale extérieure, ainsi qu'avec l'article 169 du TFUE relatif à l'intérêt et à la protection des consommateurs, qui nous explique que l'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. Ce qui veut dire que Mélenchon ne pourra pas imposer le respect des normes sociales et écologiques dans la commercialisation des produits importés en France, sans supprimer cet article qui place la réalisation du marché intérieur comme condition obligatoire à toute mesure de protection des consommateurs. Bon, je vous rassure, on va pas faire tout le programme, parce que même en imaginant que Mélenchon parvienne à obtenir tout ce qu'il y a dans son plan A, vous avez en gros 80% du programme qui reste inapplicable juridiquement. Alors je terminerai avec le point qui m'a le plus choqué. Mélenchon veut encadrer les lobbies au niveau national, mais pas au niveau européen. Y a pas un mot là-dessus, apparemment ça ne le gêne pas au niveau européen. Et surtout, il n'y a aucune mesure dans le programme contre la Commission européenne, et ça c'est vraiment un truc de dingue. Comment est-ce qu'on peut dénoncer la 5ème République comme une monarchie présidentielle pendant 20 pages, annoncer l'ère du peuple sur tous les médias, mais ne pas réclamer une seule mesure contre la Commission alors qu'elle a plus de pouvoir sur nos vies que ce soi-disant monarque de la 5ème? Pourtant vous savez ce que c'est ce truc. C'est un ramassis d'oligarques non élus en collision complète avec les multinationales et les banques. Tous les commissaires baignent dans des scandales incroyables, qui font passer Macron, Fillon, Sarkozy, Balkany et tous les autres pour des enfants de cœur. La Commission est encore plus antidémocratique que les institutions de la 5ème. C'est un organisme dictatorial qui centralise des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le Parlement européen est relégué à l'état de grosse blague qui avalise presque toutes les demandes de la Commission et il n'existe absolument aucun contre-pouvoir populaire. Mais là-dessus, Mélenchon, il dit pas un mot dans son programme. Il n'y a aucune mesure, rien. Si bien qu'il se retrouvera à exiger la fin des paradis fiscaux en Europe avec Jean-Claude Juncker comme interlocuteur à la tête de la Commission, alors que celui-ci a joué un rôle central dans l'affaire des LuxLeaks, une affaire d'évasion fiscale. Tout ça parce que Mélenchon ne réclame même pas sa démission. C'est tout à fait logique. Alors, restez dans l'UE si ça vous amuse, mais moi je préfère en sortir plutôt que de tenter de renégocier, parce que même si ça marche, ce qui est très illusoire, eh bien l'UE restera quand même une vaste tartine de merde. Remarquez que si Mélenchon proposait clairement de sortir de l'Union Européenne et de l'euro par l'article 50 comme le Royaume-Uni, l'intégralité de mes critiques dans cette vidéo disparaissent. Sauf la petite partie sur la 6ème République que je trouve pas assez ambitieuse. Si Mélenchon se place hors des traités européens, son programme serait alors applicable juridiquement, et on pourrait discuter de la validité des mesures qu'il propose par rapport aux problèmes de la société. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, on peut dire que je suis pour la majorité des mesures du programme. Souvent je trouve même que ça va pas assez loin. Vous savez, moi aussi je peux écouter les discours de Mélenchon où il critique les politiques ultralibérales et partager la majorité de ses conclusions.
mais vous voyez bien que son projet de société s'oppose frontalement à notre appartenance à l'Union Européenne, et il ne suffira pas de quelques mesurettes par-ci par-là pour transformer l'UE en projet suffisamment sain pour vouloir y rester. En somme, si vous continuez à voter pour les discours d'un politicien sans rapprocher leurs bonnes intentions de leur programme, vous vous ferez bananer comme les électeurs de Hollande qui se sont contentés de sa phrase « Mon ennemi c'est le monde de la finance » et qui n'ont pas voulu croire ceux qui leur ont dit qu'il n'y avait rien dans son programme qui donnait corps à ce slogan. Alors je répète la mise en garde que j'avais fait à la fin de la vidéo, méfiez-vous des alternatives de gauche pro-européennes, car elles ont toujours trahi l'intégralité de leurs promesses, tout simplement parce qu'elles ont toujours choisi de faire passer la construction européenne avant tout le reste. Mais malgré l'avalanche d'arguments que j'ai donnés dans cette vidéo, je suis persuadé que les fanatiques de Mélenchon se contenteront de délégitimer tout ce que j'ai dit au simple prétexte qu'il y a une faute d'orthographe, un gros mot, un excès de langage, etc., comme ils avaient fait dans la précédente vidéo. Alors, je préfère vous prévenir. Avant de venir reprocher aux autres les petites brindilles qu'ils ont pu laisser traîner, je vous conseille de vous occuper des énormes poutres que vous avez dans les yeux. Essayez donc de répondre à une seule question que j'ai posée au cours de cette vidéo. La liste est dans la description. D'ailleurs, vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee et ma page Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.